en amont de l'hivernage et en aval de l'hivernage. Mais la force de la pluviométrie est telle que nous devons tout de suite, en toute urgence, intervenir pour soulager les souffrances des populations. C'est pour ça que nous sommes là, d'autant que déjà il y a un événement qui s'annonce, le 19 septembre, c'est tout le monde entier qui est invité chez nous. Déjà en prélude à tout ça, là, on doit un peu intervenir sur tous les axes routiers de Bamako. Les ministres invitent les transporteurs au respect du code de la route. On demande à la population de respecter toujours les normes qui conviennent en matière de construction de route, c'est-à-dire respecter le code de la route. On est très satisfait de la visite. On sait que les services techniques ici maîtrisent déjà le calendrier, maîtrisent déjà le suivi des travaux, le suivi de l'entretien routier à Bamako. Nul doute que l'entretien de ces tronçons permettra de faciliter la circulation dans les districts de Bamako. La fin des travaux est prévue le vendredi prochain. En vue de créer les conditions favorables à une paix sociale et à un développement économique durable, le Centre national du patronat du Mali a organisé une rencontre en partenariat avec le Bureau international du travail sur la question. Reportage Karibou Perou. Pendant la crise, les travailleurs du secteur privé ont mis en veilleuse leurs revendications, mais ce ne fut sans conséquence sur les conditions de vie. C'est pour mettre en œuvre un plan de relance que le Conseil national du patronat du Mali a initié cette session sur l'emploi et la négociation collective. Les foyers brisés suite aux pertes d'emplois liées aux fermetures d'entreprises sont sans précédent. Les coûts de destruction d'infrastructures et des outils de production sont estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Notre conviction est que la reconstruction nationale, tant attendue, n'est possible que dans un climat social apaisé, porté par un dialogue constructif où le respect dû à l'autre est sacré. Pour le Bureau international du travail, partenaire du CNPM, le respect dû à l'autre peut être effectif dans la conjugaison des efforts, puisqu'il s'agit de la création de conditions favorables post-crise. À cet égard, il convient de saluer les efforts entrepris par le CNPM tout au long de la crise qu'a connue le Mali, pour porter la voix des employeurs, en faisant état des difficultés financières et sécuritaires rencontrées par ceux-ci et des menaces que l'aggravation de celles-ci faisait peser sur le climat social. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette session. Il s'agit entre autres de l'emploi des jeunes, les principes généraux du dialogue, la typologie et les techniques de négociation. À l'issue de la rencontre, les participants seront en mesure de bien appréhender le cadre juridique et de bien conduire les processus en vue d'entamer les négociations futures. Actualité internationale à présent, le vice-président kenyan William Ruto comparaît devant les juges de la CPI, la Cour pénale internationale, pour répondre des violences post-électorales qui ont fait de nombreuses victimes dans son pays. Cette comparution est une première dans l'histoire de la CPI puisqu'elle concerne un dirigeant en exercice. Costume sombre, l'air détendu, William Ruto s'est présenté ce matin à la Cour pénale internationale. L'instant est historique. C'est la première fois qu'un dirigeant en exercice est jugé à La Haye. Plusieurs députés kenyans sont venus soutenir leur vice-président, lui et son co-accusé, Joshua Rapsang, un animateur radio. Les deux hommes ont beau comparaître libres, les charges qui pèsent contre eux sont très lourdes. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité pour leur rôle dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. William Samuel Ruto, vous êtes accusé en premier lieu de meurtre, ce qui constitue un crime contre l'humanité. Non coupable. Non coupable, c'est la ligne de défense du vice-président kényan. Face à lui, Fatou Bensouda, la procureure générale, bien décidée à démontrer que William Ruto a, au contraire, joué un rôle de premier plan dans le bain de sang. Une question sera au centre du procès, celle des témoins. Plusieurs d'entre eux se sont rétractés. Alors, avant le début des audiences, et comme elle l'a fait à plusieurs reprises, Fatou Bensouda a dénoncé les intimidations dont certains sont victimes. Je veux remercier spécialement tous nos témoins, des hommes et des femmes courageux
qui ont risqué leur vie et celles de leurs proches qui ont résisté à des menaces permanentes et des tentatives de corruption pour que justice puisse être rendue. Cette première série d'audiences doit durer 3 semaines. Le mois prochain, ce sera cette fois au tour du numéro 1 kényan, Uhuru Kenyatta, de comparaître devant la CPI. En Inter, toujours au jeu de la francophonie, une dizaine de sportifs de la République démocratique du Congo ont pris la clé des champs. En effet, 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur ont en effet disparu dans la nature après avoir empoché leurs primes. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que des sportifs congolais disparaissent ainsi à l'occasion de ce genre de regroupement en Europe. C'est la dernière image de l'équipe congolaise au grand complet, le jour de l'inauguration des Jeux de la francophonie. 37 sportifs tout sourire, heureux d'avoir décroché leur ticket pour la France, trop peut-être. Dimanche, 10 d'entre eux se sont évaporés dans la nature. 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur volatilisés. Une disparition qui laisse la délégation congolaise sans voix. On était ensemble, ils sont bien logés, bien nourris, ils sont bien payés. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. À Nice, personne n'a rien vu venir. Dimanche matin, après avoir touché une prime de 1 000 € censée couvrir leurs dépenses personnelles, les Congolais logés dans cette cité universitaire devaient rejoindre leur chambre. Ils ne l'ont pas fait. Certains évoquent un différend autour des primes. Le problème, c'était le problème des primes, qui, comme dans toutes les délégations, on parle de problème de primes. C'était le problème de primes, de frustration de primes. Mais on ne peut pas parler de disparition, parce qu'on arrive à les joindre, donc ils sont encore dans Nice. Ont-ils succombé aux sirènes d'agents sportifs qui leur auraient fait miroiter de brillantes carrières en Europe? La délégation congolaise a porté plainte. Pas vraiment surpris, les organisateurs des Jeux rappellent que c'est aux délégations nationales d'encadrer les sportifs. On l'avait forcément anticipé, puisque l'on sait que ça se produit à l'occasion de grands événements, surtout quand ils se déroulent dans des pays occidentaux. Et le dernier exemple, c'était les Jeux Olympiques l'an dernier. À Londres, déjà, 4 athlètes congolais avaient pris la poudre d'escampette. Cette fugue niçoise est un nouveau coup dur pour l'image du Congo-Kinshasa. Conflit syrien à présent, Moscou, Damas et Téhéran acceptent un plan américain pour éviter les frappes. Révélation faite par Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, au sortir d'une rencontre avec son homologue syrien. La crise ouverte par l'armement chimique de Bachar el-Assad a connu lundi un rebondissement spectaculaire. Quelques heures après une rencontre avec son homologue syrien, le chef de la diplomatie russe a fait état d'une proposition américaine de placer cet armement sous contrôle international pour éviter une frappe. Nous ne savons pas si la Syrie acceptera cela, mais si l'établissement d'un contrôle international sur l'armement chimique dans ce pays permet d'éviter une frappe, nous commencerons immédiatement à y travailler avec Damas. Saisissant le message au vol, Damas et Téhéran ont aussitôt approuvé le plan. Je déclare que la République arabe syrienne accepte l'initiative russe. La République islamique d'Iran est favorable à cette initiative qui pourrait stopper la militarisation de la région. Prenant acte de ce revirement, le président américain en a tiré les premières conclusions. Nous n'en serions pas à ce point s'il n'y avait pas eu derrière une menace militaire crédible renforçant la convention qui interdit l'usage d'armes chimiques. Assad n'a pas de capacité militaire importante comparée à nous. Par contre, ses alliés, l'Iran et le Hezbollah, l'ont. Ils pourraient lancer des attaques asymétriques contre nos ambassades dans la région, par exemple. Mais nous pensons qu'actuellement, ils ne veulent pas faire une chose pareille. C'est à vous, messieurs. Seul allié des États-Unis dans cette fermeté, la France a annoncé dans la foulée qu'elle allait présenter à l'ONU un projet de résolution contraignant pour le contrôle et le démantèlement des stocks chimiques syriens. Accueillie avec soulagement par toutes les chancelleries, y compris de la Ligue arabe, la pause dans la frappe annoncée est plutôt mal vécue par l'opposition syrienne. Elle y voit une nouvelle occasion laissée au régime d'Assad de continuer à massacrer la population avec des armes non chimiques.
Retour à l'actualité nationale avec le banditisme résiduel qui est en train de céder le pas des actes criminels dans le Méman, espace compris entre Nampala et Léré, et qui se prolonge jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Une situation qui a amené le commandement de la 2e région militaire à superviser du 29 août au 7 septembre 2013 une patrouille de grande envergure dans le 10 secteur. Reportage de Sibiti Konaté avec la voix de Fousseni Samake. Le colonel Tagni Ag Intekan, commandant la zone de défense numéro 2, et son officier chargé des opérations, le lieutenant-colonel Mamadou Keïta, étaient sur le terrain pour la supervision d'une patrouille de grande envergure menée par le groupement tactique inter-armes numéro 6 et la 222e compagnie d'infanterie motorisée de Djabali. Cette patrouille dénommée Founou Founou, entendue par la tourbillon, était une croisade contre les malfaiteurs infiltrés dans la zone qui trouve la quiétude de nos paisibles populations. Le premier échelon avait pour mission de patrouiller dans le Méman, de rechercher l'ennemi et de le neutraliser. Cette patrouille de grande envergure a pour but de traquer les bandits armés et d'amener la quiétude au sein de la population. Après la fouille systématique d'une trentaine de villages puis des hameaux dans les conditions d'intenables hivernage oblige, le superviseur s'est dit comblé par l'ardeur et le professionnalisme des hommes qui ont mené cette mission. Il a aussi insisté sur la collaboration de la population. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez pour les éditions du soir Aoui Touré. Bonne journée.